Je vais appeler à me rejoindre Benoît Durand, directeur délégué de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, Emmanuel Negroni, architecte designer, président de l'association de boxe anglaise Le Ring Parisien, et Thierry Jasmin Maroudin, qui est référent handicap boxe anglaise au Levallois Sporting Club et référent handibox Île-de-France. Et j'oublie quelques-uns de vos titres. Vous me pardonnerez, mais vous allez nous expliquer tout ce que vous faites. Prenez place, messieurs. Et nous allons, pour un petit peu ouvrir cette table ronde, avoir le plaisir d'accueillir donc Alexandre Feltz, le docteur Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg, qui est en charge notamment du développement des activités liées à la santé par le sport et du suivi de l'expérimentation sport-santé sur ordonnance. Docteur Feltz, est-ce que vous êtes bien avec nous? Normalement. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Okay, on vous a entendu très fort, mais très bien. Merci vraiment beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde. On connaît votre engagement en faveur de la pratique du sport. Vous êtes vraiment à l'origine du sport sur ordonnance. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques minutes comment tout cela a démarré, ce qui vous a motivé et quel bilan vous faites aujourd'hui du dispositif? Vous êtes toujours... Voilà, donc voilà. Je vous entends très mal, mais voilà, donc est-ce que je peux commencer ma présentation? Bien sûr. Oui, voilà, donc bonjour à toutes et tous, donc désolé de ne pas être avec vous physiquement, voilà, je suis en consultation, là je suis entre deux consultations, je suis aussi adjoint à la maire en charge de la santé, du sport santé, donc j'ai initié le sport santé maintenant il y a plus de 12 ans en France, donc je vais vous faire une présentation assez rapide sur sport et santé, et d'abord peut-être une introduction sur le titre de votre échange, risque, prévention et bienfaits. C'est vrai que souvent on a peur du sport en fait autour des questions de santé, mais on ne doit pas en avoir peur. L'activité physique adaptée à l'état de santé et aux capacités du patient n'entraîne aucun risque et aucune contre-indication. Il suffit prescription médicale et d'accompagnement par des éducateurs médico-sportifs pour pouvoir avoir une prise en charge de qualité. Voilà, l'activité physique et sportive est un médicament de prévention et de soins pour tout un chacun, mais notamment dans la maladie d'Alzheimer. Il diminue les troubles anxieux, baisse les risques de dépression, augmente les capacités cognitives, donc ça c'est en prévention primaire, et il baisse de 40% le risque de la maladie d'Alzheimer. Un élément très très puissant de prévention primaire, et donc c'est quelque chose qui existe maintenant depuis plus de 10 ans à Strasbourg, où tous les patients, notamment les patients Alzheimer, mais les patients qui ont des problèmes neurocognitifs ou de diabète et d'obésité peuvent bénéficier de cette prescription. Voilà. Donc je vais essayer de passer la slide suivante. Alors, donc ça c'est un rappel général qui est issu du travail de l'ONAF, c'est soutenu par le ministère des Sports, pour rappeler les bienfaits de l'activité physique et sportive, pas uniquement dans l'Alzheimer, pas uniquement dans le neurocognitif, mais vous voyez que c'est un médicament très très puissant, autant en prévention des maladies qu'en soins. Donc comme je vous le disais, ça a été lancé donc à Strasbourg en 2012, puis une loi l'a inscrit à l'Assemblée en 2016. Ensuite, on a eu les maisons du sport santé qui sont généralisées en France. J'en suis notamment le vice-président. Donc, on a plus de 500 maisons du sport santé réparties sur le territoire qui peuvent prendre en charge les patients malades chroniques et notamment les patients d'Alzheimer. Donc, ces maisons du sport santé ont bien sûr des réalités très différentes. À Strasbourg, on a plus de 7 à 8 éducateurs temps plein qui peuvent accueillir l'ensemble des personnes qui sont orientées par les médecins généralistes, mais maintenant aussi par les médecins spécialistes d'organes. Donc vous voyez une montée en charge progressive mais importante. On a pu, avec le sport santé sur ordonnance à Strasbourg, toucher près de 5000 personnes. Donc vous voyez
les données d'activité qui ont augmenté progressivement. On suit plus de 1000 patients chaque semaine à Strasbourg avec des éducateurs médico-sportifs formés, adaptés en lien avec les professionnels de santé. Donc vous voyez que les activités physiques sont multiples. Elles vont bien sûr des activités natatoires qui sont très positives pour tout un chacun, avec des activités plus cardio, avec des activités de sport adaptées à l'état de santé. Et vous voyez que dans les pathologies, bien sûr, l'obésité reste un mode d'entrée très important, mais la santé mentale et les troubles neurocognitifs sont très importants parce qu'on a ouvert donc maintenant depuis le 1er octobre 2022, il y a un an, à tous les patients en affection longue durée, donc aussi les patients ayant des maladies d'Alzheimer et également les personnes qui ont des Covid longs, des troubles ostéomyétiques. Bien sûr, ça nécessite de l'activité adaptée, mais ça nécessite aussi bien sûr un parcours qui soit lisible pour le médecin et le patient. Donc à Strasbourg, mais aussi dans l'ensemble de la France, les médecins traitants peuvent prescrire, les médecins aussi spécialistes concourant à la prise en charge, à l'activité physique à visée de santé, un parcours qui est donc lisible pour les médecins et les patients, qui remettent une ordonnance. À Strasbourg, c'est une gratuité la première année de prise en charge, et ensuite il y a une tarification solidaire qui est demandée pour les patients la deuxième et la troisième année. Voilà. Nous avons un projet dans un bâtiment historique de la ville de Strasbourg qui s'appelle les bains municipaux, donc de regrouper toutes nos activités à visée de santé. Donc ça sera 1500 mètres carrés dédiés à l'activité physique de santé. Je fais partie aussi de la commission dite Delandre, une commission qui a été mise en place par François Braun, ministre de la Santé, auprès aussi de la ministre des Sports et la ministre de l'Action sociale, pour faire de recommandations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge nationale. Ça veut dire que selon les territoires, selon les maisons de santé, selon les réseaux, on a des prises en charge différentes. Quelquefois, on doit payer la totalité du coût du sport santé. Quelquefois, comme à Strasbourg et dans d'autres réseaux des villes santé de l'OMS, on a une prise en charge totale de l'activité physique à visée de santé. Dans notre rapport, nous demandons à ce que l'assurance maladie prenne en charge notamment les personnes en affection longue durée dans leur activité physique à visée de santé. On voit que les niveaux de preuves scientifiques aujourd'hui imposent cela. Donc, dans le cadre du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous espérons pouvoir avoir une prise en charge pour cela. Les arbitrages sont en cours et normalement, il devrait y avoir des annonces ministérielles autour du 2 octobre, même si les choses ne sont pas encore complètement stabilisées, pour au moins une prise en charge partielle, pour que ce qui se passe à Strasbourg et dans d'autres villes et réseaux puisse être une réalité pour l'ensemble des malades. L'activité physique a bien sûr des vertus sanitaires, hein, je vous l'ai rappelé en introduction, mais bien sûr aussi des vertus sociales, de lien. Et vous le savez très bien dans la maladie d'Alzheimer que le lien est essentiel aussi à la prise en charge, avec des éducateurs médico-sportifs formés, ce trinôme, je dirais, médecins prescripteurs, éducateurs médico-sportifs et patients qui permettent d'avoir de très bons résultats dans la prise en charge des patients, mais aussi dans la prévention primaire. Voilà. Donc je ne serai pas plus long sur mon exposé. Je vous remercie encore d'avoir fait un focus sur cette activité physique à visée de santé. On a un niveau de preuve aujourd'hui sur les effets sur le cerveau de façon globale. Et je vous remercie le professeur Olivier Dupuis, qui est un spécialiste de ces questions, qui fait partie aussi de la commission Delandre et avec qui j'avais préparé ces échanges. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je reste à votre disposition quelques minutes parce qu'après, je serai obligé de me replonger dans mon activité de médecin généraliste. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et j'espère que les conditions techniques ont été bonnes pour vous permettre d'entendre ces éléments. Merci beaucoup, Dr Feltz. Vraiment, c'était de toute façon sur un sujet comme celui-là, c'était vraiment important de vous entendre. On va tenter de prendre une ou deux questions. J'espère que vous m'entendez. Alors, est-ce que vous avez des questions?
En tout cas, c'est une très bonne nouvelle hein, si vos recommandations sont entendues et que effectivement cette activité puisse faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Alors, pas de... Oui, une question là, s'il vous plaît. Très bien, merci. Alors, non, vous restez avec nous 30 secondes. Monsieur a une question à vous poser. Je la relayerai si vous ne l'entendez pas. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Vous avez parlé des études. Il y a eu des études qui ont été faites sur ce que vous annoncez là par rapport aux 40% maladie Alzheimer. Merci. Ou j'ai peut-être échappé. Il y a quelque chose qui m'a échappé peut-être. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Vous avez effectivement cité le chiffre hein, de 40% par rapport sur les bienfaits de l'activité physique. C'est une étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est des éléments de la littérature. Je ne saurais pas vous donner le lien, mais vous pourrez le retrouver. Et l'ONAPS, hein, qui est l'Office national d'activité physique et sportive, et qui est présidé par le professeur Duclos, voilà, reste à votre disposition. Hein. Ce sont des chiffres du ministère des Sports validés par l'ONAPS. Donc c'est des hauts niveaux de preuve. Hein. Aujourd'hui, vous avez aussi les rapports de l'INSERM, hein, qui nous donne toutes ces données-là. Voilà, donc j'ai pas là la référence exacte, mais c'est un niveau de preuve et des éléments qui sont repris scientifiquement dans tous les rapports. Hein. Alors ça peut sembler choquant, mais c'est une réalité. La réalité existe aussi pour le diabète et le cancer. Hein. L'activité physique à visée de prévention, notamment, est une urgence majeure. Alors on commence un peu dans les écoles, mais aujourd'hui on est sur une courbe qui est terrible. Hein. Les enfants sont de plus en plus sédentaires et inactifs. Hein, comme un autre de mes amis, le professeur François Carré, dit, on peut inverser les courbes, mais ça nécessite vraiment un choc de culture pour chaque thématique, hein, parce que ce que j'ai dit sur l'Alzheimer, ça existe bien sûr sur toutes les autres pathologies. Hein. On est des êtres qui sont faits pour bouger, si vous voulez. Le fait d'être sédentaire entraîne ces maladies chroniques, comme aussi le cancer du sein, comme le diabète, l'obésité et la maladie d'Alzheimer. C'est un haut niveau de preuve depuis longtemps, qui sont repris dans la littérature et dans toutes les références, donc de l'INSERM, de l'HAS, de l'ONAPS, qui sont voilà, à votre disposition pour transmettre ensuite aux personnes qui sont ici présentes ces informations. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps et au plaisir de vous accueillir lors d'un prochain colloque. Merci, je pense que vous ne nous entendez pas. Très bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous et encore désolé pour voilà, les difficultés techniques. Voilà, je reste à votre disposition. Merci. Voilà, Strasbourg est en pointe hein, sur le sport santé, mais aujourd'hui on a un réseau très puissant et c'est vraiment important que ces informations passent dans le parcours. On a 500 médecins généralistes hein, qui prescrivent au quotidien le sport santé. Voilà, donc il y a aussi ce travail de conviction à faire. Les éléments de preuve scientifiques sont de très haut niveau pour toutes les actions. Et on a vraiment besoin, j'espère que dans le cadre des Jeux Olympiques, on aura une impulsion encore plus forte. Je sais qu'il y a des sportifs autour de vous, hein. C'est vraiment essentiel hein, que ce message soit passé. Bien sûr le sport de haut niveau, mais le sport pour toutes et tous, les modes de déplacement actifs pour toutes et tous sont complètement essentiels pour notre santé, pour la prévention et pour le lien social. Voilà, merci beaucoup et je vous quitte et je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions et le message est bien passé. Benoît Durand, je me tourne vers vous. Donc, vous allez nous présenter hein, tout ce que fait France Alzheimer. Alors, peut-être déjà une présentation de l'association pour ceux qui ne la connaissent pas, même si elle est quand même de plus en plus connue. Et puis également l'engagement hein, en faveur de l'activité physique adaptée et des nombreux partenariats avec des fédérations sportives. Je vous passe la parole. Ça marche ? Ça marche. Juste pour rappeler donc les 4 missions principales de France Alzheimer, on va refaire un focus un petit peu à l'envers.
Mais sensibiliser les autorités gouvernementales et le grand public vis-à-vis des maladies neurodégénératives, je me permets juste de faire une parenthèse, c'est que, sauf erreur de ma part, on avait invité le ministère de la Santé et le ministère des Sports à venir à ce colloque. Quand on voit tout ce qui a été dit depuis ce matin, c'était quand même intéressant qu'ils se l'approprient. Et du coup, a priori, ils ne sont pas là, ils sont peut-être en visio. Mais du coup, on les invitera, on continuera à les inviter une prochaine fois. Contribuer au progrès de la recherche, ça c'est un sujet que vous allez entendre tout au long de la semaine. Même si c'est une de nos 4 missions qui est essentielle, ce n'est pas la seule, puisque France Alzheimer accompagne au quotidien les personnes impactées par la maladie, à savoir les personnes malades, les aidants, mais aussi tout leur environnement, et c'est aussi former les bénévoles, les aidants et les professionnels de santé. Donc du coup, on essaye de faire en fait un accompagnement 360, on va dire. Donc des activités variées, à la fois pour des personnes malades, donc qu'on appelle les aidés, pour les aidants, pour les familles, pour les personnes malades, on a un programme qui s'appelle Vivre avec la maladie, qui est de type éducation thérapeutique du patient. On nous avait dit que c'était pas possible, donc on l'a fait. Atelier de mobilisation cognitive, médiation artistique, médiation animale, activité physique adaptée, jardin thérapeutique, groupe d'entraide, et pour les aidants, entretien individuel, groupe de parole, etc. Vous avez tout là, ici, mais du coup on va s'intéresser spécifiquement, puisque c'est la thématique de la journée quand même, sur les activités physiques adaptées. C'est quoi une activité physique adaptée? Une activité physique adaptée apporte des bénéfices sur le bien-être, la condition physique, le maintien et l'autonomie pour les personnes souffrant d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Il est indispensable que lorsque l'on déploie ce genre d'activité, ce soit encadré par des professionnels diplômés. Les objectifs d'une activité physique adaptée ou sport adapté, c'est de maintenir les capacités physiques, stimuler les capacités cognitives, préserver, renforcer le tonus musculaire, la souplesse, l'équilibre, augmenter la confiance et l'estime de soi, procurer du bien-être à la fois physique, psychologique et social, favoriser l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne, et c'est pas des moindres, puisque la maladie d'Alzheimer est une maladie qui isole, c'est promouvoir le lien social et la convivialité, et on va voir en quoi c'est important dans le quotidien. Oui, quelles sont les activités physiques adaptées, donc proposées par France Alzheimer? C'est pas forcément une liste exhaustive, mais vous avez tout ce qui est arts martiaux, on va dire doux ou adaptés. Exemple du tai chi ou du qigong, médiation équine, à mi-chemin avec la médiation animale. On a vu que ça marchait notamment pour les autistes, et on s'est dit pourquoi pas sur les personnes ayant des troubles cognitifs, notamment une maladie d'Alzheimer. La marche, qui reste l'activité aussi un peu principale dans beaucoup d'associations départementales. La gymnastique douce et les activités aquatiques adaptées, le tennis adapté et le tennis de table. Alors focus tennis de table, juste avant de faire un focus sur le tennis de table, puisque toutes ces activités-là, nous, enfin en tout cas les associations départementales, mais nous aussi, on constate le bienfait, mais c'est bien de le constater de visu, de voir en fait des témoignages, mais il va falloir le montrer, le démontrer scientifiquement, déjà pour avoir encore un peu plus de force, à la fois vis-à-vis du grand public, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Du coup, on a 2 études en cours sur le sujet, une en collaboration avec la Fédération française d'équitation sur la médiation équine, qui est l'étude scientifique PEGALS, et l'autre sur le tennis de table, qui est l'étude scientifique Ping Alzheimer, avec comme partenaire la Fédération française de tennis de table. Si on fait un focus donc sur le tennis de table, parmi les sports adaptés, le tennis de table, là aussi c'est ce qui nous est, enfin, ce qu'on a pu constater, semble convenir aux personnes malades, quel que soit le stade de la maladie. C'est une pratique pratiquée par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Les règles sont simples, il y a peu de contraintes physiques, peu de contraintes vestimentaires. Ça nécessite juste une bonne concentration, une bonne coordination, et même si on est mauvais, n'est-ce pas, Monsieur le Président, on peut toujours jouer et adapter son niveau. L'intérêt du tennis de table, donc, a été validé par les sciences qui témoignent de ses effets bénéfiques non négligeables sur les fonctions du corps aussi bien physiques que mentales. Donc, on peut citer le bien-être ou l'influence thérapeutique que semble avoir le tennis de table pour différentes pathologies. Sur les personnes qui ont des problèmes cardiaques, en tout cas ça aide, la maladie de Parkinson,
les troubles autistiques, les troubles de l'attention, l'hyperactivité ou encore des troubles cognitifs légers. Et donc le tennis de table permettrait de maintenir des capacités mentales et de prévenir retarder l'apparition de syndrome de démence. Cependant, il n'y a pas. Des études scientifiques nécessitent encore des données solides et rigoureuses pour établir en fait l'intérêt du tennis de table pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi on a contracté un partenariat avec la Fédération française de tennis de table pour promouvoir cette pratique, la déployer à travers tous les territoires de France, développer les échanges entre les clubs et les associations et proposer une pratique cohérente, adaptée aux besoins des personnes, encadrée par des personnes compétentes et formées. Et tout ça, c'est la mise en place d'une étude scientifique, donc en partenariat avec le laboratoire Euromov et le CHU de Montpellier, qui est en cours. L'objectif, c'est d'étudier l'impact du tennis de table sur le bien-être à la fois physique et psychologique des aidants, c'est important, et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade modéré à sévère. En phase, le recrutement, sera environ 200 participants atteints de la maladie d'Alzheimer et des aidants, recrutés dans environ 20 centres répartis dans toute la France. Et le suivi, ça sera sur une durée de 3 mois avec 2 séances hebdomadaires. 24 séances en tout, enfin, tout est marqué. Et donc la période de recrutement, je crois qu'il est en cours, ou qui va commencer, ou qui est en cours, pas encore, mais elle va commencer bientôt, en cours de commencement, et qui va durer 18 mois. Voilà, et du coup, rien ne vaut des images. Donc normalement, il y a un petit film qui ne marche pas, ce qui marche. Ça va? Ça va bien? Ça va? Oui, alors il faut pas regarder. Ça va, Jean? Ouais. Tout le monde est là? Oh. Je suis éducateur sportif sur le club du Mans et je m'occupe le vendredi matin donc de la séance Ping Alzheimer. Alors on a lancé l'activité ping-pong pour les malades d'Alzheimer au Mans parce que dans un premier temps la Fédération française de tennis de table a créé un partenariat dans le but de développer le sport santé avec France Alzheimer. Ce que je constate moi en tant qu'éducateur, c'est que les malades jouent plus longtemps au fur et à mesure des séances. Quand les personnes malades arrivent à l'activité, on a des fois des retours des aidants comme quoi c'était compliqué le lever, c'était compliqué de venir, de se déplacer. Mais une fois qu'ils sont dans la salle et que on a lancé l'activité, on voit qu'au fur et à mesure de la séance, les personnes sont un peu plus éveillées. Et on a même le cas là sur certaines personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à arrêter. À la fin de la séance, ils sont encore en train de jouer 10 minutes après la fin. Donc c'est signe qu'ils repartent avec du peps par rapport à leur arrivée. Ça joue là? Je m'appelle Claude Chanteloup. Et moi je m'appelle Claire, donc je suis bénévole à France Alzheimer depuis 2 ans, depuis que je suis en retraite en fait. Moi j'aime bien le ping-pong parce que c'est un jeu quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand je viens là, je sais que je vais rigoler quoi. Oui, et c'est vraiment sympa. Oui. C'est vrai qu'en fait on fait du sport sans s'en rendre compte parce que c'est un jeu d'abord. Et, toi tu joues un peu avec les mêmes personnes ou tu changes à chaque fois? Un peu avec tout le monde aussi, oui. Ouais. Et je sais pas, toi tu joues au ping-pong depuis longtemps ou quoi? Non, depuis que ça existe ici, c'est tout. Moi j'ai été surprise tout à l'heure. Tu vois Paul, tu vois qui c'est? Paul, le grand Paul, qui est notre doyen, qui a 90 ans. Et j'ai vraiment ri tout à l'heure parce qu'il était assis sur une chaise, il arrivait et tout. Je lui dis allez Paul, tu vas jouer. Et puis ok, il a du mal à marcher un petit peu. Et c'est un jeune du club que je connaissais pas et qui a dit je veux bien jouer avec lui. Je voyais qu'il se disait vu qu'il marche difficilement, sans doute que je vais un peu m'embêter à jouer avec lui. Et en fait Paul lui a presque mis la raclée quoi. Enfin vraiment, il joue très bien Paul, il a des réflexes et tout. Et je me dis à 90 ans, c'est impressionnant quoi. Et c'est chouette. Enfin, ouais. C'est un sport que je n'avais jamais fait avant. Moi j'aime bien parce que c'est jamais avec la même personne qu'on joue. Avant de venir au ping-pong, ça se peut qu'il soit pas en forme et dès qu'il arrive
tout se passe bien et puis l'esprit de compétition, il a un bien-être et quand on repart, on peut en reparler de ce qu'il a fait, avec qui il a joué, voilà, donc c'est bénéfique, même si nous avons beaucoup de routes. Et la joie de vivre, on sent dans ce noyau-là, surtout quand on rentre là, la vie formidable, et puis on se rend compte que les joueurs, disons, ils vont à fond, hein. C'est une petite bagarre perpétuelle. Nous pouvons jouer les aidants et les aidés, donc on joue comme on veut ou on joue pas, voilà. Je profite aussi de pouvoir parler avec les aidantes, et c'est sympathique aussi, voilà, de les compresser un petit peu. Ah bien, on parle bien sûr de la maladie, de nos petits soucis quotidiens. Et je dis que France Alzheimer, c'est une deuxième famille. Ça, je le dis haut et fort. Donc un bon petit reportage là-dessus, ça ne peut être que formidable. Sur le tennis de table, on a toute cette notion de repère dans l'espace, on a cette notion d'équilibre aussi quand on se tient debout et qu'on joue. La pratique du tennis de table, c'est un petit effet hypnotique, c'est-à-dire qu'on a cette balle qui fait que de rebondir. Pour freiner la maladie, il y a évidemment la pratique, mais il y a le lien social est primordial, c'est le point numéro 1, à mon avis, sur ce genre de pratique. Tu le connais maintenant, par contre. Et là on fait quoi? Ah oui, on met la balle dans le... Et bah c'est parti. C'est parti. Bon, sur l'année, j'ai suivi 3 formations, dont une première sur la maladie d'Alzheimer, qui m'a permis de découvrir et d'aller un peu plus loin sur les fondamentaux de la maladie, savoir un petit peu ce qui se passait dans le cerveau quand des personnes étaient atteintes de cette maladie, et puis aussi les différentes attitudes à avoir. Chaque personne est différente, le stade n'est pas forcément le même, donc c'était pour moi essentiel de pouvoir participer à cette formation. Avance encore un peu, avance un peu. Avec lequel tu joues, la main avec laquelle tu joues, c'est celle-là. Là tu tapes dans la balle. Prends ta raquette. Et là tu fais comme moi, je pose la balle et je tire. On essaye. Et tape dans la balle, faut qu'elle aille là-bas la balle. Voilà, encore. L'inclusion, c'est un point sur lequel on met l'accent. Cette année, on l'a déjà fait, donc une fois, 2 fois même dans l'année, on a proposé aux malades d'avoir une séance avec les jeunes du club, et c'était vraiment hyper plaisant de les voir jouer. Il y avait cette activité intergénérationnelle, et puis il y avait un échange, donc c'était vraiment sympa. Et là, du coup, l'idée, c'est de le remettre en place l'année prochaine, mais plutôt de manière récurrente pour que les malades puissent échanger avec le public du club. Bon, bonjour à tout le monde, ceux que j'ai pas vu. On va pouvoir démarrer par l'échauffement. Donc on se rappelle, bras tendus devant soi, l'autre main en dessous, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Tu vois Philippe, hop, tu peux tendre ton bras devant toi. Tu viens mettre la main ici et une fois dedans et une fois dehors. Voilà. On va pouvoir croiser les doigts et venir chercher le plus haut possible. Tu vois Michel, tu peux poser tes mains directement sur les genoux. Ah bon? Ouais. Voilà. Une sur chaque. Comme ça. Et on vient faire tourner ici, vas-y Philippe. Il nous manque le hula hoop. Ouais. Voilà, on cherche à débloquer un petit peu. Et c'est du hula hoop? Oui, voilà, c'est ça. Quand les personnes viennent à la salle, donc c'est avant tout pour se détendre et vivre un bon moment de convivialité. On sait que certaines personnes ont du mal ou ne parlent quasiment pas chez eux. Et une fois qu'ils sont dans la salle, ça libère la parole chez certains. Donc c'est vraiment... Tiens, prends ton temps. Ah! Concernant les aidants, donc ils sont surtout là pour aider les personnes en difficulté, soit en remplissant les paniers, en aidant au ramassage ou réexpliquer les ateliers si jamais il y a des oublis forcément. Sous les trucs jaunes. Ouais, voilà, nickel. Le tennis de table, c'est un très bon compromis pour avoir une activité physique et qu'ils puissent se dépenser et jouer. Et au fur et à mesure des séances, ils arrivent à débloquer des capacités motrices en liant par exemple un coup droit et un revers. De toute façon, à chaque semaine où ils sont là, ils arrivent à progresser un petit peu. On a décidé de cette activité il y a à peu près maintenant presque 18 mois. Oui, 18 mois, oui. Et on sait avec plaisir que tout le monde a, je dirais, été content que ça commence et que ça continue aussi. Ça continue, oui, puis d'abord ça nous fait du bien à nous, hein, parce que c'est vrai que c'est terrible d'avoir son épouse. Le jour où elle quitte l'appartement, c'est une catastrophe, quoi.
Les gens, mes amis, moi, il y a 3 ans, quand mon épouse est partie de l'appartement, il me donnait pas cher de ma peau. Hein. On dit souvent l'aidant part avant l'aider, mais c'est réellement vrai. Hein. Je pense que ce qui est remarquable, c'est la détente que vivent les personnes après un quart d'heure, 20 minutes de pratique. Et au fil du temps, comment les personnes ont une dextérité qui se modifie vraiment, ont une coordination œil-main qui paraît quand même très très importante et de plus en plus importante. Et puis aussi, ils ont une envie en fait, hein, une envie corporelle qu'on découvre en avançant sur la table, en avançant sur la balle, en voulant persévérer dans l'exercice. Moi je trouve que c'est ça qui est formidable sur le plan mental en fait. Et sur le plan de stimulation cérébrale, ça vaut des heures de tout ce qu'on imagine d'autre. Hein. C'est vraiment extraordinaire en fait. Hein. C'est-à-dire le fait aussi de venir dans un club avec toutes les coupes que vous avez autour des murs, avec l'envie vraiment d'être voilà, une personne dans une totale inclusivité dans la société. Bon, on y va. Leur envie en arrivant se transforme en sourire, oui, en bien-être, en satisfaction. Et moi, je trouve ce qui est le plus important, quand vous les voyez maintenant, là, après peut-être 3 quarts d'heure, c'est l'ouverture, comment leur corps est ouvert, en fait. Alors que la maladie a plutôt tendance à replier vis-à-vis du monde. Et surtout, cette statique corporelle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chute, hein. On n'a pas de chute. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire aussi, à travers tout ce qu'on raconte autour de la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Et là, nous, il ne se passe rien de ça, quoi. Comment les gens vivent des moments heureux, hein. Vraiment. Je m'appelle Noah Verger, j'ai 13 ans et je suis au club depuis septembre dernier, depuis presque 1 an. Pendant les cours, au lieu de rester sur le banc en attendant, je viens jouer avec eux, ça m'occupe et en même temps ça m'échauffe pour le cours d'après. Déjà, ça me procure du plaisir, au moins je peux parler avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Pour moi, je trouve ça bien. Le partage avec les personnes âgées, tout ça, par rapport à d'autres qui s'aimeraient pas, moi j'aime bien, je trouve ça bien. Moi, c'est Roland, donc je suis aidante, oui, mon mari est à la maison avec moi. Donc voilà, il a plusieurs activités dans la semaine avec le mari de Monique. Je suis aidante aussi, mon mari est toujours à la maison et je fais en sorte qu'il ait un maximum d'activités. Mon mari aimait le ping-pong et là, il a redécouvert. Donc au moins, là, c'est un moment où il s'éclate alors. Je me mets là-bas. Vas-y. En coup droit, t'essayes ? Ouais, vas-y, j'en ai une autre. Bien. Il joue comme il joue, mais en tous les cas, il prend plaisir et voilà. Et c'est vrai que c'est une activité, comme je disais, qu'on ne loupe pas. Et ce sont des personnes qui ont tout le temps besoin de bouger. Et ici, ils bougent et ils ont un espace qui leur est dédié. Ce temps de ping-pong en particulier est vraiment pour nous une bouffée d'oxygène. En tant qu'aidant, on a besoin de temps de prise en charge de nos aidés, c'est une certitude, mais on a aussi besoin de ces temps qui sont pour nous des temps de détente, tout en étant avec nos aidés. Et en fait, on a un bon mix là. Ce qu'on veut en tant qu'aidant, enfin, je parle pour moi, je pense que toi c'est la même chose. On veut que ça dure le plus longtemps possible à la maison. Et on tiendra le plus longtemps possible à la maison si on a un soutien en tant qu'aidant, évidemment. Mais si aussi notre aidé, il a une vie sociale. On sait qu'on est moteur pour leur vie sociale, mais il faut qu'on leur permette ça. On ne va pas les isoler à la maison. Il faut une sortie vers l'extérieur. On doit beaucoup aux associations qui apportent un soutien aux familles, hein, parce qu'il en faut. Il en faut. Et il faut encourager les gens à continuer ce soutien, ces relations. On chemine et puis après, on fait en sorte que la vie, elle continue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, peut-être avant d'évoquer le ring parisien et la handibox, on peut peut-être prendre quelques questions si vous en avez sur
le tennis de table ou toutes les activités physiques adaptées que propose France Alzheimer. J'ai une question ici, monsieur. Non, non, mais court témoignage, allez-y, le micro arrive. C'est un témoignage, parce que moi j'emmène 5 Alzheimer depuis maintenant 5 mois. Je peux vous assurer que c'est un tout petit village, c'est à Gouvieux, c'est dans l'Oise. Donc le bienfait qu'ils ont, je m'aperçois qu'au début quand ils arrivent, ils tiennent la table quand ils viennent jouer au tennis de table, ils tiennent la table, ils ne peuvent pas se lâcher de la table. Au bout de quelques mois, ils jouent à 1 mètre de la table. Donc on voit que c'est un progrès quand même, parce qu'ils ont plus d'équilibre. En plus, alors les aidants, alors là c'est un bienfait pour les aidants, parce qu'on incorpore les aidants dans l'équipe. Hein. C'est le mari et la femme, on les mélange, on les fait jouer ensemble, on les fait jouer avec des valides, parce que bon, on a des valides aussi qui viennent, toutes les semaines on les mélange. Hein. Donc, et à la fin, au mois de juin, quand on a arrêté l'activité parce que c'est les vacances, fin juin, eh ben, les femmes se sont réunies, elles disent, et si on faisait une petite fête pour... et les 10 personnes sont parties au bord de l'Oise pour pique-niquer, sans que j'intervienne. Hein. Moi, je suis intervenu pour leur payer le champagne. Mais à part ça, parce que j'étais tellement content du résultat, que... Mais par contre, il y a un petit problème, c'est les éducateurs à former. Parce que moi, dans l'Oise, j'ai eu la chance d'avoir un éducateur formé, à qui on a demandé un CV, à qui on a demandé ses diplômes et tout. Et c'est un monsieur qui a 55 ans, qui a fait ça toute sa vie, et il était un peu surpris qu'on lui demande un CV. Hein. En plus, il est bénévole, hein, complètement bénévole. Bon, on a des trisomiques qui viennent aussi, on joue avec eux sans problème, c'est vraiment l'inclusivité, hein. C'est vraiment le bienfait, c'est un bonheur. Voilà, moi je voulais témoigner de ça. Hein. Merci. Voilà. Merci. Je vais juste, en plus, vous êtes assis à côté d'un des précurseurs qui est Patrick Le Prêtre, dans le club de. Ouais, je vois bien le truc. Donc voilà. Et juste, il y a un autre souci aussi, mais du coup, par rapport à la nouvelle de tout à l'heure, il y a les problèmes de transport aussi. Et donc, si jamais le sport adapté peut être prescrit, ce sera peut-être une solution. On va attendre ça voilà, on va écouter ça de pied ferme. Absolument. Une autre question ? Oui, madame, là. Bonjour, merci pour ce colloque et toutes ces informations. J'ai 2 questions. Vous avez dressé une liste des différents sports. C'était pour savoir si, j'imagine qu'il y a eu des études, donc savoir pour les malades quel sport est plus adapté qu'un autre, ou est-ce que c'est tous ou pas. Et je suis étonnée de ne pas voir la danse. Est-ce qu'il y a une raison ou autre? Ça, c'est ma première question. Et aussi, pardonnez-moi, c'est un peu confus dans ma tête, par rapport à ces sports, en fait, est-ce qu'il faut tenir compte, bon, certes, de la maladie, etc., mais aussi du niveau d'études, enfin... Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la personne, ses spécificités aussi. Et la deuxième chose, vous parliez de la sécurité sociale, de la prise en charge. Ces sports sont pris, enfin, il faut une ordonnance ou... Voilà, merci. C'est des questions très larges. Alors, normalement, il ne faut pas forcément d'ordonnance. On peut en avoir une, s'il y a des doutes, mais il n'y a pas forcément d'ordonnance. Vous avez parlé danse. Alors danse, oui, c'est pratiqué, même si en fait c'est pas une activité à proprement parler qu'on a développée, mais oui, c'est pratiqué en fait. Voilà, et du coup l'année dernière, même à travers en fait la thématique qui était plutôt la convivialité, déstigmatiser la maladie, on a organisé un peu partout des balles populaires, des thés dansants, etc., etc. On a vu que voilà, la pratique de la danse, qui est quasiment presque naturelle, a amené beaucoup de personnes, même personnes malades et aidants, à danser dans la convivialité, etc. Et ça, c'était plutôt vachement bénéfique. C'est plus inclus dans tout ce qui, on va dire, et qui est bien fait un peu général de l'activité physique. Mais oui, la danse en fait partie. Oui, le fameux reportage avec la dame, et tout à fait, qui était ancienne danseuse au Petit Rat de l'Opéra, c'est pas ça? Non, ok. C'est pas celle-ci. Non. J'avais vu un reportage sur une étude qui avait été menée sur 2 groupes qui faisaient de la danse, enfin du sport, de la danse, etc. Et il y avait un groupe, en fait, chaque semaine, on leur apprenait une danse différente, en fait. Et avec cette notion d'apprentissage, de nouveauté, qu'on a vu déjà, enfin qu'on avait vu ce matin aussi dans
le Shield. Voilà, c'est pour ça que je posais la question par rapport à la danse, plus par rapport à cette notion d'apprentissage, d'apprendre des nouvelles chorégraphies, en plus de la dimension sociale. Merci. Après, vous avez posé plein d'autres questions et j'ai oublié. Il y en avait Je pense que c'était par rapport au remboursement, ce qu'a évoqué Alexandre Fels. Alors, si j'ai bien compris, mais sous votre contrôle, il porte une revendication, enfin, en tout cas dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour que ces activités soient remboursées. Oui, pardon, docteur, vous voulez la parole. Oui, je suis désolé, je reprends la parole. Alors, j'ai quelques éléments de réponse. Parce que, je vais refaire un peu de pub pour la boxe, la Fédération française de boxe forme des entraîneurs pour suivre pour des patients, comme le disait le collègue tout à l'heure. Alors, c'est pris en charge pour tout ce qu'on appelle ALD 30, c'est des affections de longue durée, plus certaines autres circonstances. Donc, il avait cité le Covid long, la grossesse, des trucs comme ça. Et est-ce que c'est pris en charge? Actuellement, c'est pris en charge principalement par les complémentaires santé, par les mutuelles. Il faut que ce soit prescrit. Donc c'est du sport sur ordonnance. D'ailleurs, sur le Vidal, vous savez, le gros bouquin là où il y a tous les médicaments, on a intégré une partie sport sur ordonnance. Mais il faut aussi que le club ou que l'entraîneur soit labellisé, en tout cas pour la boxe prescrit boxe, ça s'appelle, mais ça porte un autre nom pour les autres fédérations. Ensuite, effectivement, il y a des statistiques, on va vous dire 35-40%. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bon. Et sortir du dogme, du chiffre et de la statistique, ça ne sert à rien. Parce que 40%, ça veut rien dire. Okay, on peut être dans les 40, on peut ne pas être. Ce qui est sûr, c'est que si on ne commence pas, on est sûr de ne pas être dans les 40 ou dans les 50%. La deuxième chose, c'est que toutes les fédérations s'y mettent plus ou moins. Il y en a beaucoup qui ont commencé à faire ça. Parce que le but, c'est pas tant de trouver le sport qui va apporter le plus de bienfaits, c'est le sport qui a le plus plaire à la personne. Parce qu'on ne peut pas lui imposer quelque chose qu'elle n'aime pas. Il vaut mieux faire quelque chose qu'elle aime, et on est sûr qu'elle va continuer, que de se forcer à faire quelque chose qu'elle n'aime pas, pour qu'elle le fasse pendant 3 semaines et qu'elle arrête et qu'elle ne fasse plus rien d'autre. Merci. Merci à vous. Oui, monsieur ? Bonjour. Quelle est l'influence des cures thermales sur le malade? Je n'en sais rien du tout personnellement. Je sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Au point de vue relaxation, détente. Vous avez bien dit sur la personne malade, hein? Oui. Okay. C'est la maladie d'Alzheimer, oui. Franchement, là personnellement, je ne sais pas. Je sais que tout ce qui est relaxation, donc on peut inclure là-dedans la cure thermale, a forcément du bienfait sur le bien-être de l'aidant. Sur la personne malade, est-ce qu'il y a eu des études? J'en sais strictement rien. Je pense que ça dépend aussi du stade de la maladie. Et je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais rien. Vous avez plusieurs stations thermales qui s'occupent de gens qui ont la maladie d'Alzheimer en France. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Kevin, tu voulais apporter une réponse? Je sais pas s'il fonctionne, mais j'ai pas ce retour-là, par exemple. Ni en témoignage, ni dans ce que j'ai pu lire. Donc j'ai du mal à imaginer que c'est pas bénéfique. Maintenant, quels sont les bénéfices, je pourrais pas me prononcer. Désolé. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Eh bien, écoutez, on va poursuivre avec donc nos deux invités. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Emmanuel Negroni, prenez un micro. Donc, vous êtes spécialisé dans l'architecture sensorielle et vous avez créé une section handibox pour les personnes autistes, trisomiques et déficientes intellectuelles. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a amené à... Donc, alors je vais peut-être faire juste un petit rappel par rapport à mon activité parce qu'elle est importante, oui. Et c'est ce qui m'a dirigé vers cette nouvelle activité.
Donc oui, je suis architecte designer et depuis 18 ans, je développe des concepts et je fais un peu de la recherche sur des environnements qui sont adaptés pour les personnes avec déficience intellectuelle. Parce qu'on s'aperçoit que pour appliquer une bonne thérapie dans un établissement de soins, eh bien, il faut que l'environnement s'y prête. Et on va dire, pour avoir visité des centaines d'établissements, on a en France à peu près 95% des établissements qui sont inadaptés pour les personnes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc c'est quelque chose que je développe et donc je fais ça à plein temps et dans mon activité d'architecte designer, je ne travaille que sur la déficience intellectuelle. Voilà. Et parallèlement à ça, je pratique la boxe depuis une trentaine d'années. J'ai repris il y a 6 ans un club à Paris qui était l'ancienne salle de Jean Bretonel et qu'on a nommé le Ring Parisien. Automatiquement, connaissant un peu le monde du handicap et le monde de la déficience intellectuelle, il m'est venu l'idée de développer la boxe. Alors la boxe sans opposition, attention, c'est très important, hein, c'est pas de la boxe, mais de la boxe sans opposition pour les personnes avec déficience intellectuelle. Et la deuxième chose, c'est que très souvent, je remarque que dans les établissements sportifs qui prennent des handicapés, ils mélangent tous les handicapés ensemble. Vous avez des handicapés moteurs, vous avez des handicapés avec déficience, vous avez avec des troubles cognitifs et tout. Et ça, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il y a souvent une incompréhension et puis il y a une approche physique qui est quand même différente. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sectorisé des groupes pour être au plus près d'eux et de leurs besoins. Et donc on a développé un cours pour les personnes avec autisme, un cours pour les personnes avec trisomie et déficience intellectuelle et un cours pour les personnes vieillissantes avec le trouble cognitif. Ces cours marchent très très bien, on a plus de 40 adhérents, je crois qu'on est la plus grosse section anti-box de France et il y a vraiment une réelle joie de vivre parce qu'on a des thématiques, mais là Thierry vous en parlera dans 2 secondes, des thématiques d'entraînement que l'on va adapté en fonction des pathologies des personnes que l'on a en face de nous. Et donc on est toujours sur à peu près des mêmes thématiques, mais par exemple les personnes avec troubles cognitifs, on va être vieillissant, donc plus de 70 ans, on va être sur une gymnastique très douce, mais tout ça va tourner autour de la boxe. Et ce qui est très important pour eux, même pour des non-verbaux, même pour des personnes avec déficience intellectuelle, c'est qu'ils se déplacent, ils vont dans des lieux, et d'ailleurs c'était très bien expliqué dans le reportage précédemment, ils vont dans des lieux qui sont destinés pour ça, et ça c'est une prise de conscience, c'est une façon d'exister. Pour eux, c'est très important. Surtout que nous on est dans une salle qui est très atypique, puisqu'on travaille avec une galerie d'art, on a des photos, des grandes photos d'art sur la boxe, tout autour. C'est vraiment une salle qui est très atypique, et ça, ils adorent. Donc on a tous ces cours-là, et naturellement, j'en suis venu à me demander et à me dire que ça pourrait aussi servir pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Entre les personnes vieillissantes et troubles cognitifs et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, je trouve qu'il y a quand même une similitude, même s'il n'y a pas le rapport avec la mémoire. Et c'est un peu notre but à l'heure d'aujourd'hui, c'est de développer cela, fort du succès qu'on a pu avoir jusqu'à présent. On est en pourparlers actuellement avec une association qui est la Maison des aidants et des aidés à rue Saint-Jacques à Paris, qui sont très intéressés pour faire ça. Donc ce serait dans le même principe que le tennis de table, c'est-à-dire qu'on accueillerait les aidants et les aidés, et donc le couple ferait l'entraînement ensemble, voilà, pour qu'ils puissent rester dans un environnement protecteur.
Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur notre activité. Alors bien sûr, on va dire le grand schéma de l'activité physique, c'est un travail sur la proprioception. Ensuite, c'est des travaux avec le boxing performer, parce que c'est un outil qui est très intéressant puisqu'il va travailler la mémoire, il va faire travailler la mémoire et il va faire travailler les réflexes. On a aussi de l'activité physique, mais ça, Thierry va vous expliquer tout ça. Et enfin, une chose importante pour tous les gens qui sont refermés sur eux-mêmes, un travail sur l'extériorisation de leurs angoisses. Et ça, c'est très très important. Et pour ça, la boxe, c'est très bien. Vous avez le sac, vous avez le punching ball. Et je peux vous dire qu'ils s'en donnent à cœur joie. Et alors, quel que soit le niveau et quel que soit l'âge, ceux qui ont 70 ans, ils y vont doucement. Ils y vont très doucement. Les jeunes, même les non-verbaux, ils y vont. On sent qu'ils extériorisent énormément de leurs angoisses. Et c'est pour ça que tout ça est important pour eux. Alors, surtout, n'y voyez pas boxe... danger. Oui, danger, coup. Il n'y a pas de coup à la boxe, la boxe adaptée, on va dire. Il n'y a pas de coup. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de la boxe. Pour faire un vrai boxeur, on l'utilise pour des personnes qui sont déficientes intellectuelles. Voilà. Mettez bien le micro. J'ai peut-être une question, mais je la poserai également à Thierry. Mais vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous diriez sur les bénéfices que vous avez pu observer chez les personnes? Vous avez beaucoup parlé de ce que ça pouvait leur rapporter, mais qu'est-ce que vous observez? C'est purement subjectif. Et il y a le fait, comme vous l'avez souligné aussi, qu'ils sont dans une vraie salle de boxe. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose que dans l'architecture sensorielle, c'est du mieux-être. Et ça, c'est très très important parce que on le voit, c'est d'une évidence. Ils sont beaucoup plus détendus après l'entraînement, ils communiquent entre eux. On a vu des jeunes qui arrivaient, qui étaient complètement introvertis, qui maintenant s'entraînent, savent donner un direct du gauche, savent donner une droite, un uppercut et tout. Enfin voilà. Et en fait, la recherche dans ces deux domaines sur lesquels je travaille, c'est vraiment une recherche de mieux-être, quoi. Et c'est ce qui leur manque, parce que l'univers médical est important, mais l'univers médical ne l'apporte pas, ça. Et pour eux, ça, c'est primordial. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, encore une petite précision. Je tiens à préciser quand même que si j'ai réussi à faire tout ça, c'est grâce à deux entraîneurs exceptionnels, dont l'un est à côté de moi, Thierry Maroudin-Jasmin, qui est donc référent handibox à la fédération, et Louis Dodine, qui lui est éducateur sportif dans des femmes et masses, voilà. Et c'est surtout grâce à eux, voilà. Très bien. Écoutez, Thierry Maroudin-Jasmin, on va tout de suite vous entendre. Alors vous êtes sportif de haut niveau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans ce type de projet? Alors, tout d'abord, avant de me présenter, je voudrais remercier, alors c'était très émouvant pour moi ce reportage, donc je remercie tous les bénévoles qui tournent autour de ce sport pour personnes en situation de handicap et qui jouent un rôle très important. Donc on ne les voit pas et la plupart du temps ils sont dans l'ombre, mais je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est des gens qui ont vraiment un rôle très important. Merci. Alors pour me présenter, donc oui, effectivement, je suis ancien boxeur. Déjà, j'étais boxeur amateur, j'étais à Fédé et j'ai boxé, j'ai fait pas mal de compétitions. Et puis, bon, il y a une chose sur laquelle je veux vraiment qu'on s'appuie, c'est que bon, j'ai été attiré par ce sport parce que pour moi, j'ai commencé déjà la boxe avec un handicap. J'ai commencé, j'avais 26 ans et demi. J'ai commencé à boxer en boxeur en amateur, donc j'avais déjà 26 ans et demi. Donc autour de moi, bien sûr, tous les gens me disaient que c'était peine perdue. Et puis moi, je me suis accroché, et puis voilà, je suis parti dans cette aventure. Et je suis passé professionnel à 31 ans et demi. Là, c'était vraiment, voilà, je le conseille à personne d'ailleurs, c'est pas possible qu'on puisse commencer une discipline aussi dure. La boxe, c'est un sport qui est très 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 dur, c'est un sport olympique, c'est l'un des premiers d'ailleurs.
Et voilà, c'est un sport qu'on doit commencer, je pense, au plus jeune âge pour apprendre pour connaître les consignes, apprendre à vivre ensemble et puis en même temps à se contrôler, puisque c'est un sport de combat, un sport de contact. Donc il faut apprendre vraiment. Il y a pas mal de choses à apprendre avant de pratiquer ce sport. Et puis j'avais à l'époque un sponsor qui, lui, a un fils qui s'appelle Jonathan Bensoussan, qui souffre d'une agénésie de la main droite. Et qui m'a dit, Thierry, voilà, Jonathan voudrait faire de la boxe, mais il faudrait que tu lui expliques que ce soit pas possible. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Pour rendre service, j'ai contacté son fils et je l'ai invité à venir à la salle. Donc il est venu, je lui ai mis une paire de gants de boxe dans sa main gauche et dans le moignon droite, on a essayé de bricoler quelque chose pour que ça puisse tenir, pour que le gant puisse tenir au poignet. Et du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Excusez-moi. Et voilà, donc je suis rentré dans cette aventure, j'ai fini par y prendre goût. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'activité, je milite sur pas mal avec plusieurs casquettes. Je suis formateur Fédération Française de Boxe, Comité Régional de France. Je suis aussi référent sport handicap, section boxe anglaise de Levallois Sporting Club. J'ai monté quelques structures dans la région du 94, 91, 77 pour le développement pour les personnes en situation de handicap au niveau de la boxe. Donc aujourd'hui, je suis avec Emmanuel. Je me plais bien puisqu'on a vraiment le même objectif, c'est de pouvoir développer le sport pour tous. Donc voilà, on a monté cette section il y a pas mal de temps, il y a 8 ans à peu près, un peu moins. Et puis bon. Comme il vous a dit, à un moment on s'est penché sur le fait qu'on ait eu les seniors à la maison, puisque c'est vrai que quand je vois que dans le reportage on parle de famille, c'est vrai que la boxe c'est une famille, c'est vraiment une famille. Il y a une connotation pour la boxe qui est d'un mauvais garçon, d'un bagarreur, mais pour ceux qui ne connaissent pas la boxe, vous vous trompez totalement. La boxe c'est une famille, il n'y a pas plus gentil qu'un boxeur. Il n'y a pas plus gentil qu'un boxeur, je le souligne. Et notez-le s'il vous plaît. C'est que honnêtement, c'est un sport où on donne tellement, on a tellement de sacrifices que si on ne le fait pas avec le cœur, on est forcément, on n'est pas dedans. Donc on a déjà envie de donner, on a envie de recevoir, on a envie d'être aidé, d'être encouragé, puisque c'est un sport qui est tellement difficile, on y met tellement de sacrifices qu'on est obligé de le faire avec le cœur. Donc forcément, on est des gens qui vont tirer plus vers l'humain que vers l'agresseur. Donc on a décidé de faire ce chemin ensemble avec Emmanuel. Et aujourd'hui, avec les seniors, on a trouvé que l'adaptation du sport et de la boxe, alors je reviendrai sur ce que disait le docteur à l'instant en visio, il disait que le sport était quelque chose d'un fédérateur et que ça pouvait aider ce type d'handicap. Mais déjà, je voudrais souligner que le sport en général, il est bon pour tous. Je veux dire que les valides, les personnes sous handicap, les gens qui ont des difficultés physiques, le sport, c'est un médicament. Et on devrait tous pratiquer du sport. Parce que mentalement, physiquement, au niveau du sommeil, au niveau de la récupération, l'être humain doit bouger. L'être humain, vous avez bien vu que dans les hôpitaux, les gens qui restent couchés sur un lit d'hôpital pendant des mois, ils finissent par faire des escarres. Donc ça prouve bien qu'on a besoin de bouger, on a besoin de transpirer, d'évacuer. Donc le sport, déjà à la base, il est bon pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous expliquer en quelques mots les vertus de la boxe pour un public en situation de handicap. Il faut savoir que, comme vous disait Manu, j'enchaîne sur les questions. Très bien. J'allais vous demander les entraînements, si voilà. Vous parlez effectivement des entraînements. J'ai lu mon repère. Donc du coup, pour arriver justement aux entraînements, la boxe, pour les personnes en situation de handicap, la boxe adaptée, c'est un sport justement qui a été étudié, qui a été contrôlé, avec des médecins de la fédération, on a fait des conseils administratifs, des conseils sportifs, et on a chacun, avec la Fédération Française Handisport, le sport adapté, on a discuté sur des projets, sur des entraînements adaptés pour des personnes de tout handicap confondu. Alors,
les seniors, ce sont des personnes qui sont effectivement, qui vivent qui sont soit dans des foyers ou bien qui sont retranchés chez eux. Donc c'est vrai qu'il faut les faire sortir de cette condition. Et une fois qu'ils sont à la salle de boxe, là on va adapter pour eux un entraînement qui va leur permettre de pouvoir justement retrouver une condition physique, pas celle qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans, c'est sûr, mais au moins qui puisse leur permettre de pouvoir bouger et de se déplacer chaque jour, de mieux dormir, de travailler la souplesse, la résistance, et en même temps la rapidité, la mémorisation avec les outils que nous avons. La boxe, pour les personnes sous handicap, comme vous disait Manu, à aucun moment, je tiens à le préciser, les oppositions sont autorisées. C'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre une personne en situation de handicap face à une autre personne en situation de handicap et qu'on va lui demander de délivrer soit le bras avant ou le bras arrière. Tous ces mouvements se font dans des sacs de frappe, se font dans les pattes d'ours. Les pattes d'ours, vous savez ce que c'est à peu près, une patte d'ours? Ce sont comme si c'était des gants, mais à plat, vous voyez, comme des poils à frire, si vous voulez, que je mettrai dans mes mains, mais avec du caoutchouc, et je demanderai à l'adversaire d'envoyer le direct du bras avant, bras arrière, et de répéter ces mouvements-là jusqu'à, voilà, avec des formes de mémorisation, gauche-gauche-droite, droite-gauche crochet. Donc c'est là où il y a une opposition. Donc l'opposition, elle est au niveau du sac, au niveau des pattes d'ours, et les jeux qui sont, si je pourrais dire, des jeux ludiques, c'est le touche-épaule. Donc à ce moment-là, on demande à boxeur A de toucher l'épaule du boxeur B. Donc vous voyez, aucun moment l'intégrité physique est mise en danger. Pourquoi? Parce que nous, on l'a déjà vécu. Mis à part les personnes en situation d'Alzheimer, nous, on travaille déjà depuis longtemps, depuis des années. Moi, je suis dans la profession depuis 2004. Donc nous, on travaille avec les personnes qui sont autistes et trisomiques. Donc tout au début, quand on a commencé à faire des portes ouvertes et qu'on a invité des parents, des écoles, des hôpitaux, donc on a fait des cours, on a démontré que la boxe était adaptée pour ces personnes-là. Donc comprenez-vous bien que on a bien montré, quand vous avez une maman qui a un fils qui est autiste et qu'on lui propose de faire de la boxe, elle veut vraiment voir ce dont ces cours vont mener. Donc on faisait un exemple d'un cours de 30 minutes avec tous les outils dans lesquels on se servait pour justement y arriver. Mais à aucun moment, et puis les parents étaient ravis, parce qu'il y a des mamans qui me disaient mais c'est quand qu'ils vont se taper dessus? Et moi je leur disais, mais justement nous on protège l'intégrité physique des sportifs. Donc aujourd'hui, la Fédération française de boxe et le comité régional de France en Ile-de-France, aujourd'hui, on peut présenter des cours adaptés pour des personnes en situation de handicap au niveau du Alzheimer. Donc, on peut vous inviter justement à venir voir ces cours, puisqu'on les pratique déjà au club, pour que je puisse justement vous rassurer. Je veux dire, toutes les associations qui sont ici présentes, on serait ravis de vous accueillir et puis de vous démontrer que cela est possible. Merci beaucoup. Là aussi, la même question qu'à Emmanuel Negroni, les avantages que vous avez pu observer. Et tous les deux, vous parlez de fierté. C'est un mot qui n'est pas courant en même temps chez la personne malade, donc oui. C'est beau en même temps. C'est le fait de faire quelque chose, c'est le fait de, tout à fait. de réussir. En fait, la maladie souvent leur fait perdre leur fierté. Et c'est pas exactement le mot que j'emploierais, mais enfin bon, oui. Mais et le fait qu'ils puissent aller dans un établissement connu, reconnu, avec un environnement, avoir un équipement, ça leur donne de l'existence. Pour bien connaître encore une fois, et je reviens un peu sur ma première profession, l'architecture, c'est que les établissements qui pratiquent le sport dans les établissements de soins, en général, ça fonctionne très mal. Ça fonctionne très mal parce que ils ont besoin, comme tout le monde, même les non-verbaux, de sortir, d'exister, d'aller dans des lieux. C'est ça aussi l'inclusion. Hein, donc voilà.
Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, on a des jeunes qui sont arrivés chez nous, qui sont autistes et trisomiques. Donc, plus d'autistes que de trisomiques, mais ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à leur proposer des cours et qu'ils puissent les accepter, qu'ils puissent évoluer. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était peinant pour nous parce qu'on voyait qu'il y avait des grandes difficultés. Et puis, au bout de 6 mois, 7 mois, voilà, ils étaient entrés dans le bain. Bon, ils viennent s'entraîner 2 fois par semaine. Donc, évidemment, physiquement, ils arrivent à acquérir un gain physique et la répétition du geste leur permet de pouvoir évoluer rapidement. Et on a remarqué qu'au bout de 6 mois, 7 mois, automatiquement, là, on voyait qu'ils étaient plus à l'aise, qu'ils faisaient l'exercice avec beaucoup plus de facilité. Il y avait un engouement parce que c'est-à-dire que même leur éducateur nous disait que le lundi, quand ils arrivent au foyer ou à l'IME, à ce moment-là, ils commencent à parler déjà de la boxe. Et le mardi, alors c'est impossible parce qu'ils n'arrêtent pas. Mercredi, la boxe. Et puis après, voilà, quand ils sortent du cours, ils attendent que le mercredi d'après. C'est-à-dire qu'ils vivent qu'autour de ce sport. Donc nous, ça nous rend joyeux. Nous, bon, ça nous arrive, on a tous des problèmes dans notre vie personnelle, mais à chaque fois que je mets les pieds dans la salle, et quand je les vois tous comme ça, qui arrivent avec un sourire, donc tout de suite on oublie tous nos problèmes, et puis on a l'impression d'avoir de faire quelque chose pour l'humanité et d'aider tous ces jeunes-là. Donc il y a un échange qui se fait, autant pour eux que pour nous. Un équilibre s'est créé, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est ravis de travailler avec eux. Moi, je travaille déjà sur pas mal de structures, mais chaque structure m'apporte quelque chose de différent, quoi. Il y a une âme qui existe dans chacun d'eux, et qui me permet de pouvoir justement avancer, parce que depuis 2004, j'étais pas le seul à avoir développé le handicap au niveau de la boxe pour les personnes sur handicap. Je l'ai fait, on était une dizaine de personnes, et aujourd'hui, ces gens-là, il y en a qui sont mariés, il y a d'autres qui ont déménagé, d'autres ont changé de fonction. Donc je me retrouve tout seul aujourd'hui comme un vieux dinosaure, quoi, à toujours prôner, à essayer de faire avancer le Schlimblick. Et du coup, voilà, pour moi, c'est une nouvelle aventure de pouvoir essayer de développer le sport pour Alzheimer. Merci et bravo. Je pense qu'on peut vous applaudir. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Ou Dr Mokhtar Benouane, vous souhaitez réagir? Non? C'est beau ce qu'ils ont présenté. Ils ont tout dit. Donc, merci. Pas de questions? On a vraiment été aussi clair? Je pense pas. Extraordinaire. Alors, oui. Je pense que le mot que vous cherchez, c'était estime de soi. Exactement. Bravo. Merci beaucoup, docteur. Il y a peut-être un... Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Parler aussi d'un petit point qui est quand même important pour les et ça, je parle en général sur les structures sportives. C'est le financement. Et ça, c'est pas simple, parce que au ring parisien, ce qu'on a instauré, c'est que les licences classiques financent les licences handibox. Sinon, on n'y arrive pas. Parce qu'une licence handibox, vous ne pouvez pas la faire au prix d'une licence classique, c'est pas possible. Ça coûterait trop cher. Et si, nous, on a une chance énorme, c'est qu'on a énormément on a plus de 300 licenciés, ce qui permet de financer l'handibox. Sans cela, ce serait impossible. Les aides, il ne faut pas y compter. Il n'y en a pas. Donc, alors, on va me dire, oui, il y a ci, il y a ça. Ça ne marche jamais. Il y a toujours le papier qui manque. Ça ne marche pas. Donc c'est un véritable problème. C'est-à-dire que si on veut que ça se développe, là, je parle au sens général, eh ben, il va falloir revoir ça parce que un coach, c'est son métier, il faut le payer. Nous, on a 2 coachs par cours, les 2 coachs, il faut les payer. Donc, au bout du compte, si on n'a pas des revenus autres que la section handibox, ça
ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut le savoir quand même. J'ai peut-être une question, Thierry, puisqu'on prépare les Jeux olympiques et paralympiques. Il n'y a pas de handibox dans les paralympiques? Alors malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à un sport olympique. Mais ce serait bien, non? Oui, ben nous on espère, on va vers cette lancée. Alors on a pas mal de choses qui sont mises en place avec le comité régional olympique sportif. On va faire des démonstrations, on va essayer de mettre en avant le sport au niveau du sport paralympique, la boxe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas les moyens, parce que les moyens financiers viennent, après c'est politique, hein, mais les moyens financiers viennent après parce que justement ça devient un sport qui est sous les projecteurs, donc automatiquement, voilà, on a beaucoup plus d'aide, on est beaucoup plus reconnu. Aujourd'hui, la Fédération française de boxe, elle fait son travail, mais il y a d'autres fédérations comme la FFH et le sport adapté qui sont des grosses fédérations et qui ont les moyens aussi pour pouvoir pousser le sport au niveau de la boxe comme un sport reconnu par l'État et par les institutions. On est encore loin des négociations, mais bon, on espère toujours et on avance. L'objectif, c'est pas tant mieux de pouvoir justement faire un sport olympique, mais tout d'abord d'essayer de faire que tous ces jeunes, que toutes ces personnes puissent s'épanouir, parce que quand on voit le bienfait que ça peut leur apporter, et puis vous savez que tout ce qui est sport amateur reste toujours un sport convivial, un sport d'équipe, un sport de rencontre. Mais dès qu'on arrive au sport professionnel, automatiquement là, c'est plus pareil, quoi. Je veux dire, les choses changent puisque l'argent, automatiquement, il faut pas, on vit pas dans un monde de bisounours, donc l'argent fait changer les gens, fait changer même le regard de l'autre sur sa vie, sur le relationnel avec sa famille, avec même par rapport à bon, il y a eu un grand sportif là, je vais pas rentrer dans les détails, qui a été cambriolé parce que justement il gagne beaucoup d'argent, mais il a décidé de rester dans son quartier. Donc vous voyez, donc il y a la jalousie. Donc moi je prône plus le sport loisir pour ces personnes-là, pour justement leur permettre de pouvoir être un peu dans l'ombre, mais en même temps d'avoir les mêmes droits que les autres. Donc c'est vrai que c'est pas un sport qui est encore démocratisé au niveau des Jeux Olympiques, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà au niveau de l'épanouissement de chacun et qu'on puisse apporter à tout ce public l'épanouissement qu'ils recherchent. Je pense que ce sont des êtres humains comme tout le monde et ils ont besoin qu'on leur donne du temps, qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur propose des choses qui sont à la portée de tous, quoi. Merci beaucoup et encore bravo. Oui, pardon. On va attendre un peu, docteur. Je suis désolé, je suis très bavard. Pour les financements, il y a Thierry, tu dois le savoir, le PSF, le projet sportif fédéral, qui donne des financements. Alors effectivement, ça ne va pas vous payer 4 salariés, hein, mais on peut avoir 7, 8 000 euros pour l'année, c'est déjà ça. Il faut en faire la demande, c'est tout. Parce que les projets handibox, il n'y en a quasiment pas. Hein. On parle beaucoup de boxe féminine, de compétences, de JO. Et je ne suis pas sûr en Ile-de-France d'avoir vu un seul, à part le tien peut-être, ou un ou deux autres. Donc je pense qu'il y a un créneau là pour les financements. Ça s'appelle le PSF, le projet sportif fédéral. On croise les doigts pour que ce soit une piste. Très bien. Plus de questions? Allez-y, on a encore un peu de temps. Non. Est-ce que je peux poser une question? Mais bien sûr. Parmi vous, est-ce que vous êtes, est-ce que vous habitez dans l'Île-de-France? La majorité habite dans l'Île-de-France? Alors la majorité sont en ligne, hein, donc peut-être fausser un peu les résultats, mais dans la salle, oui. D'accord, entendu. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais j'aurais bien aimé vous inviter à un cours de boxe, si ça vous dit. Je ne sais pas s'il y en a qui seraient intéressés. Oui? Alors, peut-être, si vous pouvez passer le micro, monsieur. Vous voyez, même dans la boxe, on vient vers vous. Hein.
Oui, bonjour, merci. Oui, bah en fait, je suis très très curieux. J'étais surpris de voir, parce que pour moi, c'était dans mon imagerie, la boxe était un sport violent, agressif, où on s'en ressortait un peu en mille morceaux, quoi, un petit peu cassé. Et en fait, vous avez montré de manière très très subtile que ça pouvait être réparateur. Donc moi, je suis assez curieux et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Alors, bon, je viendrai avec 3 couches de survêtements, 3 couches de ce que vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Hein. Je suis très curieux de tous les aspects sportifs, justement dans le cadre de la maladie, puisque je suis Alzheimer moi-même. Et donc, je suis assez partant pour découvrir, donc venir assister à justement cette rencontre de boxe dans le cadre de la pathologie. Ce sera avec plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, venez, toutes les personnes qui veulent venir, venez essayer. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous en rendre compte. On va vous distribuer des cartes. Oui, je veux bien une carte, une adresse, voilà. coordonnées. On vous distribuera des cartes et... D'accord, très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a des vidéos? Oui, tout à fait. Vous allez sur le site Le Ring Parisien et vous avez plusieurs vidéos sur l'handibox, qui montrent bien un peu tout notre travail. Voilà. On a fait aussi une démonstration au mois de juin avec la mairie de Paris, devant la mairie du 2e. Enfin voilà, vous avez plusieurs vidéos qui sont très explicites sur notre travail. Merci. Hélène Clary, peut-être un mot? Oui, simplement pour apporter mon témoignage, pour avoir participé à une séance du Ring Parisien. Donc pour vous dire qu'effectivement c'est assez surprenant, je n'imaginais pas moi non plus comment des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, entre autres, puisque je travaille pour France Alzheimer, puissent bénéficier de cette activité, et c'est assez bluffant. Réellement, alors c'est de la boxe sans contact. Il y a vraiment au début de l'entraînement, ce qu'on a pu voir, c'est tout un parcours de coordination motrice. Et ensuite, donc, différents ateliers où effectivement les personnes sont sur le ring et vont faire des exercices en miroir avec la personne en face. Également, donc, des jeux de coordination et de réflexes sur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Boxing Performer. Bah, sur le, et en fait, c'est bluffant. C'est bluffant parce que on se dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que ça peut apporter? Et dans l'imaginaire collectif, on n'imagine pas effectivement une personne malade pouvoir pratiquer ce sport. Donc oui, moi je vous encourage à aller voir. En tout cas, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci. Plus de questions? Oui, madame, attendez, je viens vers vous. Bonjour. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'en tant qu'aidant, femme et senior, on peut aller... Tout à fait. D'accord. C'est même conseillé parce que c'est vrai que dans les structures, on retrouve des fois un éducateur ou deux et il y a parfois 5 ou 6 jeunes ou personnes en situation de handicap qui sont présents. Et c'est vrai que des fois les parents se présentent en tant qu'aidants et ça rassure aussi, ça nous rassure nous déjà par rapport à la difficulté de chacun. Mais c'est vrai que pour nous c'est très convivial de pouvoir voir des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent proposer leur présence. Et ça nous permet aussi nous d'échanger avec eux. Et voilà, je pense que c'est une très bonne idée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train on est en train d'ouvrir un cours avec donc la maison des aidants et des aidés. Donc les 2 personnes vont pouvoir venir s'entraîner. Voilà, c'est en pourparlers, c'est en train de se faire. Donc oui, au contraire, venez aidants, aidés. Et juste une petite précision, en fait, vous parlez de l'association de boxe anglaise. Oui, oui. Donc, parce que je connais rien en boxe, donc c'est la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est la boxe, on va dire, c'est la boxe de Mohamed Ali. C'est celle où il y a que les poings. Il n'y a pas les jambes, voilà. Donc c'est ça la boxe anglaise. Voilà. C'est la vraie boxe. Après, il y a ouais. Parce que non, mais c'est autre chose, mais c'est pas très intéressant. Alors, si vous permettez, je donne l'avis de la Fédération française de boxe. Effectivement, attention. La boxe anglaise, c'est la boxe où on tape qu'avec les poings. Alors, ceux qui ont pratiqué, moi je ne l'ai pas fait, mais Thierry pourra vous le confirmer, il semblerait que ce soit la plus dure de toutes. Alors, effectivement, en France, on dit boxe pour
faire croire que c'est nous la boxe et que les autres c'est la boxe française, la boxe thaï, la boxe de je sais pas où. Et quand on dit, alors on ne dit plus boxe anglaise en fait, on dit boxe pour montrer que nous on est la vraie et que les autres c'est des ersatz de boxe. C'est-à-dire que pour poursuivre le message de notre confrère, ami, frère, c'est vrai que la boxe, elle a une connotation assez élevée. Au niveau de la boxe anglaise, c'est un sport, déjà c'est un sport olympique. Maintenant la boxe thaï est aussi dans le sport olympique. Du moins ils vont y arriver, je crois. Ou ils y sont déjà. Ils sont en démonstration là. Et du coup, il faut voir que c'est sur les entraînements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en championnat d'Europe et en championnat du monde, un boxeur, il va boxer pendant 12 rounds. Ça représente 45 minutes. Donc tout est sur l'entraînement, tout est sur la préparation. Alors en pied-point, ça dépasse pas 5 rounds de 5 minutes. En boxe thaï, c'est 5 rounds de 5 minutes au championnat du monde aussi. Et après, vous avez aussi le kickboxing. Mais tous ces sports-là, pied-point, c'est des sports qui dépassent pas 5 rounds de 5 minutes ou 3 minutes. Même en MMA, maintenant, c'est la nouvelle coqueluche du sport de combat. Et ce sont des rounds de 5 minutes. Donc, on voit bien que le sport le plus complet et qui demande beaucoup de, il y a beaucoup de règles à respecter, c'est la boxe anglaise. Parce que vous tenez pendant 12 rounds, avec seulement vos mains, avec le déplacement, avec seulement vos mains et le déplacement, voilà, vous devez tenir pendant 12 rounds sans vous arrêter. Donc là, c'est le travail, un gros travail de préparation physique qui vous permet de pouvoir tenir. Voilà. Merci beaucoup et puis donc on se dit à très bientôt alors. Merci, on vous applaudit messieurs. Merci.